Bonjour et bienvenue à tous dans le deuxième épisode de Yankee. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Romain Limois. Romain a une situation un peu particulière puisqu'il a en quelque sorte créé son métier de toute pièce. Il est consultant en personal branding. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, il y en a assez peu en France. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne des entrepreneurs et des indépendants et il les aide à asseoir leur expertise et à se faire connaître et reconnaître au sein des communautés qui cherchent à servir. C'est également le fondateur du podcast Inspire et il a récemment lancé son nouveau podcast qui est un format solo qui est hyper intéressant sur le personal branding qui s'appelle Stratège. Je vous invite à aller l'écouter. Je crois que le premier épisode est sorti au moment où on publie l'épisode 2 de Yankee. Et c'est aussi et surtout un monstre en termes de création de contenu. Au début de l'année, il s'est lancé le défi de publier une vidéo par jour sur YouTube pendant 100 jours, ce qu'il a fait. Et il publie régulièrement sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn notamment, des vidéos et des articles. Et ça l'a beaucoup aidé au moment où il a lancé son activité. On en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Entre autres choses, on va parler de plein de choses, mais on parle notamment de la création de contenu comme levier de développement et d'acquisition quand on lance son activité. Donc sans plus attendre, épisode 2 de Yankee, Romain Limois, c'est parti. Salut Romain, merci de te joindre à moi pour ce nouvel épisode de Yankee. Comment vas-tu? Salut Thomas, ben merci à toi de m'inviter. Ça va super bien. Je suis vraiment content de participer à ce nouveau format là. Bah ouais. Tu nous en parlais depuis un petit moment et donc je suis content d'y participer. Je pense qu'on va avoir une belle petite discussion. Bah ouais, j'y compte bien, j'y compte bien. Donc bon, maintenant les gens sont un peu familiers avec le format, mais Yankee, c'est on revient ensemble sur le moment où tu as trouvé ton premier client, l'état d'esprit à ce moment-là, comment tu as fait pour trouver ce premier client, qu'est-ce qui a été déterminant dans le développement de ton activité, et puis voilà, on parle un petit peu de développement commercial ou de relation client ou voilà, de la relation au client d'une manière générale à travers ces petits exemples-là. Donc toi, ça fait un peu plus d'un an que tu as lancé ton activité de consultant personal branding. Donc tu travailles avec des entrepreneurs indépendants pour les aider à développer leur audience et leur présence en ligne et à devenir des autorités dans leur domaine. Est-ce que tu peux C'est ça. nous expliquer, magnifique, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé le lancement de cette activité? Revenir avec nous sur la manière dont tu t'y es pris pour trouver ton premier client. Alors, bien sûr, alors je vais t'expliquer ça. Si tu veux, moi, ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est que avant de démarrer mon activité, je travaillais dans une start-up qui existe toujours, qui s'appelle Crème de la Crème, qui est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Yes. Et pendant cette pige chez Crème de la Crème, je me rends compte en fait qu'il y a un nouveau style d'entrepreneuriat qui existe, que je ne connaissais pas à l'époque, qui est du coup l'entrepreneuriat indépendant, le freelancing, quoi. Je ne connaissais pas Mm. ça. Pour moi, être entrepreneur, c'était être Mark Zuckerberg, tu vois, ou créer un Airbnb, c'était ça. J'écoutais vachement Oussama Hamar à l'époque. Et donc, pour moi, c'était créer la grosse boîte, tout ça. Et donc, je découvre ce style d'entrepreneuriat-là. Et c'est un peu la chose qui me manquait, tu vois, la case qui me manquait pour me dire que c'était peut-être le moment pour moi de me lancer, quoi. Mhm. Et du coup, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que je me rendais compte que parmi tous les freelances qu'il y avait sur Crème de la Crème, la grande majorité était plutôt dans une situation précaire. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils avaient tout juste de quoi payer leur loyer, mais Ouais. c'était assez précaire. Par contre, tu avais peut-être, je sais pas, quelque chose comme 2% de la base de freelance qui elle, était constituée de freelance plutôt en succès incroyable, quoi, tu vois, vraiment avec une belle réussite. Et tous ces freelances-là avaient une marque personnelle solide, influence. On les connaissait, on savait comment ils pouvaient apporter de la valeur à nos clients, on connaissait leurs prénoms, on les avait rencontrés. Voilà, ils étaient vraiment, entre guillemets, top of mind pour Ouais. nous les commerciaux, tu vois, de la plateforme. On connaissait ces 2% de freelance. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'ils ont tous une marque personnelle énorme, mais on n'en parle pas trop de la marque personnelle en France. C'est pas un truc encore. Là, aujourd'hui, on commence à en parler, mais tu vois, il y a un peu plus d'un an, c'était pas encore super développé. Et donc, en gros, je te la fais courte, mais grosso modo, je décide de me lancer au début plutôt dans le branding, dans la stratégie de marque, et puis après, je me rends compte que c'est vraiment le personal branding que j'avais envie de pousser. Et donc, je me dis que j'allais commencer par créer des articles. Je me suis dit, Ok. voilà, créer du contenu. J'ai toujours voulu le faire, puis je ne l'avais jamais fait parce que
j'étais salarié, je me disais: «Ah, j'ai pas le temps», tu sais, toutes ces excuses qu'on se Ouais. donne. Et puis là, je me suis dit: «OK, ça y est, je suis indépendant, donc c'est le moment, je vais créer du contenu». Et donc je me suis dit: «Bah, le plus simple pour moi, c'est peut-être d'essayer de faire des articles». Donc je fais quelques articles sur LinkedIn. Et là, en fait, j'étais assez fasciné par un texte de, je crois que c'est de Paul Graham, de Y Combinator, qui dit, Mmh. «Do things that don't Donc scale». je l'ai relu il y a 2 jours. Bah, trop bien, tu vois? Ouais, Et ouais. je me dis: «Attends, mais c'est exactement ça. Moi, il faut que au début de mon activité, il faut que je prenne le temps de faire des choses que je ferai peut-être pas dans 2 ans, dans 3 ans». Mmh mh. Et ce que je me suis dit, c'est que toutes les personnes qui likaient et qui partageaient mes articles sur LinkedIn, j'allais les contacter et leur demander d'aller boire un café. OK. Je me suis dit: «C'est un peu le truc qui me permettra de rencontrer du monde et surtout de confronter, mon niveau de compétence au marché», Ouais. OK. tu vois? Parce que, petite parenthèse, parfois on bosse de son côté, tu vois? Tu développes ta petite compétence de ton côté et puis en fait, tu sais pas dans quelle mesure tu peux vraiment apporter la valeur. Mmh Tu as mh. l'impression que parce que tu as lu des livres et cetera, mais tant que tu as pas discuté de ça avec quelqu'un qui pourrait être un client à toi ou, quand voilà, tant que tu as pas confronté tes compétences au marché, bah, tu sais pas en fait vraiment si ce que tu vaux quelque part, tu vois? Ouais, bien Donc je me sûr. suis dit: «Il faut que j'aille parler à des gens, il faut que je leur parle de personal branding et cetera». Et donc il y a mon tout premier article, la toute première personne qui a partagé mon article, d'ailleurs le tout premier de ma vie, donc la première personne qui a partagé le premier article que j'avais jamais écrit de toute ma vie, c'était un entrepreneur, d'une PME, dans la formation en ligne, enfin dans la formation plutôt type gamifié, tu vois? Il faisait Mmh mh. des escape games chez EDF quoi, grosso modo. D'accord, OK. Ouais. Il faisait un peu de, formation en ligne aussi. Bon bref, il me dit: «OK, trop bien ton article», et donc là je lui dis: «Est-ce que tu veux aller boire un café avec moi?» OK. Et il me fait: «Mais bien sûr, pas de souci, bah, viens la semaine prochaine à La Défense, on va se boire un petit café». Et je rencontre ce mec-là et on sympathise bien et il me dit, «Bah, vas-y explique-moi ce que tu fais». Et donc je lui explique ce que je faisais, enfin ce que je pensais, ce que je projetais de faire en termes d'offres. Ouais. Et il me fait: «Écoute, je suis assez intéressé, je te recontacte d'ici un mois OK. et je te dis si j'ai besoin de tes services ou pas». Donc là, je rentre chez moi trop content, et là, en fait, je me suis dit: «OK, j'ai un mois pour réellement apporter de la valeur à cette personne». Donc j'ai Mmh un mh. mois pour consommer tout ce que je peux sur le sujet, lire des livres, me renseigner, me créer ma petite idéologie sur le personal branding. Ouais. Et donc là, je bouffe, enfin non-stop, du podcast, des livres et cetera, tu vois? Sur le sujet. Et au bout d'un mois, il me recontacte et il me dit, «On se revoit et propose-moi quelque chose». Et donc là, j'ai créé Mmh une mh. offre d'accompagnement. Hem et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, je savais pas comment le pricer, en fait. Je savais pas quel était le prix que personne autour de Ouais. moi ne faisait ce travail de Bah, c'est consultant ça, en personal tu branding. as créé un truc de toutes pièces, donc tu as même pas de référentiel auquel te raccrocher pour te dire, C c'est «Machin ça. vend ça à tel prix, il a 2 ans d'expérience. Tiens, bon, moi, je vais faire la sensiblement la même, un peu moins cher parce que j'ai moins de références», mais C'est ça. Aucune référence, enfin aucun point de comparaison, quoi. mmh. Et je me suis dit: «Mince, comment je vais faire?» Donc j'avais préparé mon petit truc, mon petit PowerPoint, machin et tout. Et je lui présente le truc et il me dit: «Écoute, voilà, je suis intéressé». Et là, en fait, je me suis dit, et d'ailleurs, c'est un ami à moi avec qui j'avais je lui ai expliqué le souci. Je lui ai dit: «Mais voilà, comment je peux faire pour le pricer? Je sais pas combien le pricer, Mmh. par mois, qu'est-ce que je peux lui demander par mois?» Et il m'avait dit: «Ne donne aucun prix, demande-lui qu'est-ce que lui serait prêt à payer et c'est lui qui va fixer le prix et quoi qu'il dise, tu prends le prix. OK. Tu OK. prends le truc». OK, OK. Et j'avais peur parce que je me disais: «C'est pas possible», et finalement, il me dit, donc c'était un peu surprenant que je lui pose cette question, mais je lui dis: «Voilà, tu serais prêt à payer combien?» En toute transparence, c'était mon premier client, quoi. Donc c'est Mmh mh. important pour moi, j'ai envie de travailler avec toi, je pense qu'on peut faire du bon travail. Et il m'a dit, «Bah, écoute, je te donne 1 000 €». Et j'ai pris et lui, ça lui satisfaisait, enfin, c'était le Mmh pricing mh. qu'il avait, qu'il voyait, enfin, qu'il donnait Ouais, à ma prestation. Et moi, évidemment, j'étais content de pouvoir démarrer, bien voilà. sûr. Et en fait, ce client,
je l'ai toujours, ce client, c'est ça qui est incroyable. Excellent. Plus d'un an, c'est toujours un client que là, je l'ai vu cette semaine. Et c'est quelqu'un qui cartonne, quoi. Donc voilà un peu l'histoire de mon premier client. Alors, il y a un paquet de trucs à déballer au sein de tout ça. On va prendre les choses un peu dans l'ordre. J'espère que je vais rien oublier parce que quand on parlait, il y avait plein de trucs qui me venaient. Je vais remettre un peu tout ça à plat. Donc, premier truc, ça a été de te dire, je vais aller me confronter au marché hyper rapidement parce que je veux avoir une idée la plus précise possible de la proposition de valeur, de ce que je peux ramener, de combien ça vaut, de comment les gens réagissent à ma proposition. C'est sûr. Donc, création de contenu, le moyen le plus simple, c'est gratuit. Tu commences à mettre du contenu en ligne pour te faire repérer, pour essayer d'initier des échanges. Ce que je trouve super cool, et je vais te le piquer, je pense, ce tips-là, c'est cette démarche hyper intentionnelle de dire toutes les personnes qui interagissent avec mon contenu, je cherche à les rencontrer, je cherche à échanger avec elles parce que j'aurai forcément quelque chose à en apprendre. Déjà parce que c'est des gens qui, quelque part, ont un peu levé le doigt en disant ce que tu dis et ce que tu proposes m'intéresse, le C'est sujet que ça. tu abordes m'intéresse, donc tu sais que tu es sur une audience qui est assez qualifiée. Et en plus de ça, bah, c'est l'occasion pour toi, en plus, tu n'as rien à leur vendre. C'est viens, on va prendre un café, on en parle. Donc c'est le Ouais. moment pour toi de récupérer plein d'infos qui vont t'aider par la suite à structurer ton offre, à cerner un peu mieux quels sont les besoins de ton audience ou de l'audience que tu essaies de toucher. Donc tout ça, c'est des éléments d'information que tu as été récupéré auprès du marché hyper vite. Donc ça, je trouve ça hyper malin, plutôt que... Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance, quand on se lance, à vouloir avoir tout carré, tout propre avant de se lancer, au risque de créer un truc qui ne répond pas aux besoins et aux attentes du marché, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc ça, je trouve ça hyper malin. D'une manière générale, alors je sais que c'est un vaste sujet, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Quelle place occupe le contenu dans le développement de ton activité aujourd'hui? Parce que je sais, pour être un de tes fervents supporters, que tu publies du contenu assez régulièrement, majoritairement. Alors, il y a eu le podcast à un moment, il y a eu la Ouais. vidéo, il y a eu les articles au début. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Mm. Ouais, bon, bah, effectivement, moi, le contenu, euh, encore une fois, grosse inspiration de notre ami commun Gary Vaynerchuk. Yes. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas Gary Vaynerchuk, allez voir qui est cette personne-là. Posez Parce la que, vidéo, appuyez sur pause tout de suite, allez voir, parce qu'il faut que vous... ouais. Et revenez après quand même. Revenez. Ouais, revenez après, quoi. Mais, mais oui, donc cette personne-là, c'est vraiment justement un fervent supporter du, euh, du contenu et du fait qu'en fait, tout entrepreneur a pour vocation de devenir un petit média à son échelle. C'est-à-dire de créer du contenu, d'avoir une thématique de prédilection, de créer le rendez-vous, c'est-à-dire de créer du contenu régulièrement, un peu comme tu peux le faire toi avec ce format-là. Et en fait, ça m'a longtemps fasciné. Et je me suis dit, il faut que je teste. Et en fait, un des états d'esprit que je peux avoir au quotidien, c'est que j'aime bien tester les choses. J'aime bien, quand j'ai une idée, genre, voilà, une intuition ou un truc où je me dis, voilà, je me dis, il faut que je le teste sur une période donnée, de manière assez intense, Ouais, assez carrément. radicale. Et comme ça, je vais voir si ça porte ses fruits. Et ben, je dois t'avouer que le fait d'écrire des articles, euh, j'ai découvert ce que c'était qu'avoir des gens qui te donnent un feedback sur la qualité de ce que tu fais, Mhm. qui te disent waouh, j'ai adoré cet article, merci pour ce que tu fais, ce genre de choses-là. Et tu te dis, ah tiens, c'est intéressant parce que tu peux choper du feedback rapidement. Donc en fait, le contenu, c'est un des moyens déjà de choper du feedback sur la qualité de ce que tu fais, sur Sur, voilà, encore une fois, les ta idées que tu apportes proposition de valeur, les idées que tu aussi. défends et que tu véhicules, etc. Ouais. C'est ça, tu vois. Donc moi, voilà, déjà, le contenu, ça a été une sorte de révélation parce que je me suis dit, ben, on est tous capables d'en créer. Il y a vraiment 3 formats, quoi. C'est soit l'écrit, soit l'audio, soit la vidéo. Mhm. Tu as le format un peu plus infographie, ce genre de trucs-là, mais disons 3 formats principaux. Et il y a tout le monde, chaque entrepreneur, que ce soit un indépendant ou quelqu'un qui se lance, voilà, tous les entrepreneurs qui savent pas par où commencer, moi, je leur suggère vraiment d'essayer de se dire quel est le format dans lequel je suis le plus à l'aise et comment je peux faire pour créer quelque chose et le sortir sur la place publique. Mhm. Rien que le fait de faire cet acte-là, de créer quelque chose, de faire l'effort de création et de publier cette chose-là, euh, c'est quelque chose qui est assez rare finalement. Et comme c'est rare,
bah, tu peux plus vite sortir du lot, quoi. Ouais, Et complètement. tu as une sorte de la lumière vient sur toi assez rapidement, quelle que soit on va dire la qualité de ce que tu produis. C'est ça qui est incroyable, je trouve. Mmh. Donc, ouais, le contenu pour moi, ça a une place, très importante. Je pense qu'on est tous capables d'en créer et je pense que passer d'un stade de consommateur à un stade de producteur-consommateur, on va dire, Mmh. c'est toujours intéressant pour, bah, pour une carrière d'entrepreneur, quoi, en tout cas. Ouais. Juste, au démarrage, donc ça commence avec des articles, tu publiais à quelle fréquence à ce J'en moment-là? publiais un toutes les 2 semaines OK, à l'époque. d'accord. Donc, Un toutes les 2 semaines. tu t'étais dit, «1er engagement relativement, entre guillemets, Tranquille, ouais, c'est ça, un truc que tu sais pouvoir tenir sur la distance». c'est ça. Et donc même avec cette fréquence de publication, tu voyais déjà des résultats? Parce que tu voyais des gens qui réagissaient à ton contenu, qui te faisaient des Ouais. feedbacks, voilà, qui étaient, Ouais, même avec une «petite» entre guillemets fréquence de publication, bah, voilà, comme je mettais du temps à les créer, ces articles, que je mettais vraiment de l'énergie, je mettais des quasiment 2 semaines à les créer, mmh. bah, certaines personnes réagissaient et puis ça me permettait de discuter un petit peu, puis de démarrer comme ça donc ouais, ouais, malgré la fréquence, Non, bah, mais c'était mieux que c'est rien, c'est quoi, super on va dire. parce que, ça veut dire que, pour tous les gens effectivement qui ont peur de se lancer, qui voient aussi des gens comme toi et moi qui peuvent publier du contenu chaque semaine sur la plateforme, enfin, et puis en plus, voilà, je sais que moi j'ai expérimenté, directement la puissance de cette stratégie-là parce que quand, je décide de me lancer en indépendant il y a quelques mois, premier Mmh. truc que je fais, c'est d'essayer de créer du contenu et de commencer à publier régulièrement sur les plateformes. Et Ouais. pareil, c'est des articles. Alors moi, c'est un article par semaine. J'ai vu des retours, hallucinants, quoi. Un article qui me rapporte 100 nouveaux abonnés sur ma newsletter, Mmh. alors que c'est mon deuxième article long que j'ai écrit. Enfin, tu vois, il y a le retour sur investissement, il est assez immédiat et en plus, c'est un truc auquel, tu as accès gratuitement, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas comme faire de la publicité, c'est pas sponsoriser des posts ou, tu vois, ou faire appel à des boîtes qui font de la prospection téléphonique pour toi. C'est gratuit, quoi. C'est ça, Donc, c'est ça. C'est juste donc ton c'est temps, ton énergie, voilà, tu investis une ressource qui est quand même ton temps, bien sûr. mais, mais ça paye sur le long terme, en fait et pour te donner un exemple de pourquoi ça paye sur le long terme, j'ai enfin, après, je sais pas, c'était peut-être 2 3 mois après mon premier article, j'ai eu envie de sortir, enfin de tester le format podcast Mmh. et donc j'ai sorti, une petite série qui se voulait, assez petite, donc qui durait 12 épisodes, où j'allais interviewer des entrepreneurs. Et en fait, encore aujourd'hui, alors que ça a été clôturé depuis un petit moment déjà, j'ai pas mal de retours de gens qui me disent: «Ah, j'ai écouté l'épisode 3, je viens de découvrir ton podcast», tout ça et Ouais, tu te c'est dis: «Mais dingue. c'est fou, ça reste quoi, ça reste là» et puis les gens continuent à trouver de la valeur là-dedans et voilà, il y a une sorte de longue traîne un peu, tu vois? Où Mmh. la valeur de ce que tu proposes, elle dure, vraiment quoi. C'est pas un truc one shot, quoi. Et tu vois, c'est marrant, je sais plus qui j'avais entendu quelqu'un comparer ça à, c'était un Américain, donc il disait, «Content is, digital real estate». C'est ta manière à toi de créer, ta portion de terrain sur Ton laquelle tu vas patrimoine un construire des peu, trucs, en ligne, tu vois? C'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. c'est clair. Hem, pour revenir à donc je vais continuer sur cette anecdote autour de ton premier client parce que je la trouve intéressante. J'avais une autre question par rapport à la technique du pricing libre, de dire, Ouais. OK, voilà ce que je te propose. Donc déjà, Mmh. tu as pris le temps, tu nous as dit, 1 mois pour consommer un max de contenu, commencer à essayer de structurer une offre, un accompagnement, et cetera. Tu arrives, tu présentes cette offre et tu dis: Ouais. «Voilà ce que je te propose. Avec quoi est-ce que tu serais à l'aise, enfin, avec quel prix est-ce que tu serais à l'aise pour ce genre de prestation?» Mmh. Donc je trouve ça intéressant dans la mesure où, bah, ça montre aussi que toi, tu l'as dit de manière très honnête, tu es mon premier client, j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble. Donc tu laisses la porte ouverte un peu à toutes les possibilités. Ouais, J'imagine que tu avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Mais bien moi, sûr. là où je m'interroge, c'est que, bon, je maîtrise pas très, très bien le sujet, mais on sait que autour du pricing, il y a plein de choses qui se jouent et notamment, il y a, la valeur perçue de ta proposition. Et moi, Mmh. c'est un truc qui me fascine un peu parce que psychologiquement, je trouve ça assez intéressant de voir que des gens qui payent 2 personnes qui paieraient la même prestation, une un peu moins chère, une un peu plus chère,
Celle qui Mm. va payer un peu plus cher aura le sentiment d'en avoir eu plus pour son argent, parce que ça fait partie des biais cognitifs où tu essayes de te convaincre. Tu te dis, bah, si j'ai payé plus cher, c'est que c'est une prestation de meilleure qualité. Donc, du coup, Ouais. tu refais un peu tout le récit autour de ce que tu viens d'acheter. Et donc, c'est toute la logique derrière le positionnement premium et les pricing assez élevés sur des services ou des Tous les biens, on va high dire. tickets et tout ça. Exactement. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce que tu pensais de ça. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que quand le mec te dit 1000 euros, tu es content? Est-ce que depuis, tu as évolué ta politique de prix ou est-ce que ça te paraît faire et du coup, tu es resté sur des tarifs un peu similaires? Comment ça influe déjà sur ton état d'esprit à ce moment-là et sur la suite de ton activité? Ouais, bah, en fait, ce que je me suis dit, c'est que il fallait que je sois confiant dans ce que je lui propose. Il fallait que je sois confiant dans mon offre, en fait. Et je pense que une des choses les plus sous-estimées en vente, c'est la «confiance en soi», entre guillemets. C'est-à-dire que quelque chose d'aussi bête que, je sais pas, tu te lèves du mauvais pied ou tu as eu un problème perso ou quelque chose comme ça peut vraiment influer, en fait, sur ta vente. Pourquoi? Parce que, en fait, de manière imperceptible, si tu as pas confiance en toi, ton prospect, il le ressent un peu. Il y a une sorte d'intuition où il se dit: «Il y a un truc qui cloche». Et et en fait, c'est ce que je vois et avec pas mal d'entrepreneurs que j'accompagne aussi, c'est que parfois ils ont juste du mal à, donner leur prix et voilà, à dire: «Ma prestation coûte tant». Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus intimement que, s'ils vendent à 200 € de l'heure, ils savent que ça vaut 500 € de l'heure. Mm. Ils en sont pas réellement convaincus, tu vois? Et donc parfois ils price parce que c'est le prix du marché, parce que mais Ouais. eux-mêmes, ils sont pas convaincus de ça. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment mettre en perspective le fait, de dire, «Oui, il faut pricer cher», tu vois? Même quand on débute, il faut pas se sous-pricer, il faut pas travailler gratuitement, tout ça comme je pense qu'il faut remettre en perspective ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si travailler gratuitement et si pricer pas cher te fait augmenter ta confiance, la confiance que tu as dans tes capacités et dans l'offre que tu proposes et te permet après de remonter au niveau du marché, moi je dis oui. Parce que Mm. si en fait tu n'as pas l'impression que ce que tu vends c'est super bien et puis tu le vends très cher, bah Ouais. forcément, comme par hasard, ça va pas passer parce qu'il y aura une sorte de dissonance, il y aura quelque chose qui cloche. Donc en fait, moi j'étais prêt à me dire je pense que voilà, je pense qu'il y a de la valeur dans mon offre, dans l'offre que je lui propose, parce que pendant un mois, je l'ai travaillé, parce que je pense que j'ai plus de connaissances sur le sujet que ce qu'avait lui à ce moment-là. Mm. Donc je pense que je peux réellement l'aider. Mais je le laissais me pricer parce que ça me permettait de voir quel était le prix qui mettait justement à cette valeur que je dégageais moi. Mm. Et donc du coup, ça m'a permis de voilà, d'avoir une idée très concrète de, ce que je dégageais en termes de confiance et en termes de valeur perçue, en fait. Et Mm. donc il a juste donné un prix sur la valeur qu'il percevait chez moi. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite. J'ai augmenté mes prix par la suite. Hem, mais voilà, enfin, je pense que ça a été une base, importante dans mon business, pas forcément parce que c'était mes premiers euros et cetera, mais surtout parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il faut que je sois, mais persuadé que je peux aider la personne et que, bah, si je vends à 1000, je sais que ça va en valeur, c'est 3000 quoi, Ouais. grosso modo. C'est marrant j'avais jamais envisagé le pricing comme un moyen de bâtir ta confiance par rapport à ton offre. Tu vois, de te dire sur le moyen long terme, de te dire, OK, bah, j'ai facturé 500, 1000, 2000, alors que je sais que derrière, je délivre pour 3000, 4000, 5000 euros de valeur. Et donc, du coup, comme ça, bah, le 1000 qui était compliqué à sortir au début, il devient de plus en plus simple. Et puis, ça, derrière, tu sais aussi que quand tu vas passer à 2000, ce sera peut-être un peu inconfortable, mais tu auras déjà fait ce travail de te dire, ouais, mais ce que je délivre, ça a vraiment une valeur. Donc, du Bien coup, sûr. ah ouais, c'est Mais intéressant. même le fait de bosser gratuitement, tu vois? J'ai un frère qui a 8 ans de moins que moi et qui se lance un peu dans le freelancing et je lui dis: «Tu vois, ton but, c'est que tu aies confiance dans ce que tu vends, quoi». Mm. Donc, si tu peux bosser gratuitement, si tu veux bosser pour pas très cher, tant que tu sais que tu es conscient de ta valeur, c'est pas grave en fait de combien tu la vends et cetera. Ton but, c'est juste de, de d'être d'avoir assez de confiance pour, à un moment, te dire: «Je vaux tant». Ouais. Et si avant, il faut passer par plusieurs étapes
comme travailler gratuitement, comme bosser à un prix qui te semble moins élevé que le marché, c'est pas très grave. En fait, ça, on a du mal à se le mettre en tête parce qu'on a l'impression que si on price pas cher, c'est C'est parce qu'on se définitif. dévalorise. Ouais, et puis je pense c'est comme tout, tu as un peu le sentiment que quand tu prends une décision, tu as un peu ce biais là de te dire j'arrête quelque chose et je vais l'arrêter pour. Enfin, c'est définitif quoi. Alors qu'en Ouais, fait, non, tu te rends bien compte que ton le pricing prix, peut changer dans 6 mois, c'est pas grave, ou 3 mois, c'est c'est pas clair. grave, tu vois. C'est très subjectif le prix. C'est une des choses les plus irrationnelles du monde. Mm, Le prix, c'est qu'une question de valeur perçue. Donc, la valeur, elle est dans l'œil de ton prospect. bien sûr. Donc, en fait, tout le monde ne perçoit pas autant de valeur en fonction du stade de développement, enfin, de plein de choses, en fait. Donc, c'est pour ça que la seule chose qui reste constant, c'est la perception de ta valeur en tant qu'entrepreneur et Ouais, de la valeur de tes offres. Ça, c'est là-dessus, tu peux jouer. Ensuite, le prix, ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et donc, du coup, tu trouves ce premier client pour une activité que tu montes de toutes pièces et qui n'existe pas ou peu à l'heure actuelle en France. Donc, chapeau pour ça, parce que réussir à vendre un truc sur lequel sympa. il n'y a pas d'éléments de comparaison et réussir à monter un truc un peu comme ça, partie de zéro, c'est pas évident. Je pense que c'est vraiment pas évident. Et du coup, la suite de l'activité, comment ça se passe pour toi? Comment tu trouves un peu tes clients suivants? Comment tu développes tout ça? Bah, du coup, je me suis dit: «OK, de manière très pragmatique, ce qui a fonctionné pour moi, c'était de créer du contenu». Mhm. Donc je me suis dit: «Il faut que je mette un peu, quasiment toutes mes ressources, quoi, sur le contenu, que je vois le contenu comme un driver de business, Mm. que je fasse du contenu ma priorité business». Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent: «J'ai pas le temps de créer du contenu». Et si ton contenu, c'est ce qui te ramène tous tes clients et qui drive ton business, bah, Ah, bien sûr, comme tu le par hasard, trouves tu le trouves le temps. temps. Eh Ouais. oui. Donc, tu vois, c'est ça, j'ai essayé de faire ce switch en me disant: «OK, te raconte pas d'histoire, commence pas à lancer des machines de prospection et cetera». C'est le contenu qui t'a permis de te rapprocher de gens qui pensent comme toi, qui ont la même façon de raisonner parce qu'ils ont été sensibles à ton contenu, c'est pas pour rien. Donc en fait, ça fait que la vente devient beaucoup plus simple et donc il faut que tu continues à créer du contenu. Et là, je me suis dit: «OK, je me mets dans mon mindset de test, je vais tester des formats de contenu». Donc j'ai testé le podcast et surtout, je me suis dit, à l'époque, personne faisait de vidéos sur LinkedIn. Mhm. Et donc je me suis dit: «OK, je me lance à fond dans les vidéos sur LinkedIn, on verra quoi». Donc j'étais là avec ce portable, tu vois? Et je me suis filmé comme ça, sur mon bureau, voilà, la première vidéo sur, je sais plus quoi d'ailleurs, sur le long terme, sur le fait de Faut jouer long terme, faut dire tu qu'il y vois? en a eu quelques-unes depuis des vidéos, donc Il y en a eu pas mal, ouais, il y en a eu pas mal. Mais du coup, j'ai commencé comme ça quoi, tu vois? En me disant: «OK, je vais tenter» parce que j'ai l'impression que les gens ne font pas ça, donc j'aimerais me différencier. Et on va dire, une des bases de mon état d'esprit, c'est de me dire: comment aller là où les gens ne sont pas? mhm. Ce qui me permet d'avoir un petit avantage, de capter un peu plus l'attention. Et donc, j'essaie souvent d'avoir cette réflexion-là, tu vois? Et Bah, donc du encore coup une fois, je me permets, on en revient à notre ami Gary Vee qui dit trouver là où est l'attention qui est sous-pricée, quoi. C'est-à-dire, ouais, va là où il y a du monde, va là où il y a de l'attention à aller capter, mais qui n'est pas encore complètement saturé, quoi. exact. Donc, Ouais. Et là, pour le coup, l'attention était, à fond sur LinkedIn il y a 1 an, c'était un truc de fou et il y avait très, très peu de contenu. Encore maintenant d'ailleurs, la demande de contenu est énorme par ouais. rapport à l'offre de contenu. Bah, moi, je le Et vois, hein, tu le vois? ouais. Et donc il y a un reach, qui a une portée organique qui est assez intéressante. Et donc à l'époque, je me rappelle la première vidéo que j'ai fait, elle a fait, je sais pas, genre 10 000 vues Oh, en c'est quelques ouf. jours parce Ouais. que parce que personne faisait ça. Et donc tu vois, j'ai commencé à faire de la vidéo et puis je me suis dit: «OK, j'en fais une par semaine». Après je me suis dit: «Ah, j'en fais 2 par semaine». Et puis j'en suis venu, là, les derniers mois à me dire: «OK, bah, peut-être qu'il faudrait que j'aille sur YouTube». Et donc je Mm. testais YouTube et donc là je me suis dit: «Je vais y aller un petit peu de manière, radicale, on va dire». Et donc je me suis dit que j'allais créer une vidéo par jour sur YouTube pour voir un peu ce que ça faisait. Je sais encore pas comment t'as fait, mec, hein. Vraiment, ça Ah, c'est me, pas évident de s'organiser, pour être ouais, transparent. Faut vraiment ça me s'organiser, il dépasse. faut avoir des idées. Ça, c'est pas évident, donc il faut que tu t'organises pour avoir des idées. Ouais, Mais le retour d'expérience est incroyable parce qu'on parlait de feedback tout à l'heure. En faisant une vidéo par jour, tu as énormément de feedback. ouais, bien sûr.
et donc du coup, tu t'améliores dans ta façon de t'exprimer, tu t'améliores dans la technique, tu t'améliores dans les sujets que tu traites, dans les échanges que tu as avec les gens et le graal de tout ça, c'est que, ces vidéos, elles restent là, quoi. Mmh. Si là, vous allez sur YouTube, vous allez trouver toutes mes vidéos, bon, elles sont là, quoi. Elles sont On là, elles mettra vont être on consommées, mettra le lien vers ta chaîne pour que les gens puissent y jeter avec un œil. plaisir. Mais tu vois, enfin, juste pour te dire que c'est un peu evergreen, quoi, le fait Ouais. de créer du contenu, finalement. Bah, Donc, et c'est pour ça que je fais une petite digression 2 minutes, mais c'est pour ça que je trouve que YouTube, par opposition à d'autres plateformes comme Instagram, Facebook et même LinkedIn, où mmh, tu es dans une consommation qui est hyper, le contenu est accessible de manière assez temporaire. C'est-à-dire que ça oui, demande plus de taf d'aller sur le profil LinkedIn de quelqu'un pour aller voir les articles qu'il a déjà écrits auparavant. C'est-à-dire qu'une fois mmh, que le truc sort de ton fil d'actu, c'est compliqué. Les gens n'ont pas le temps et ils consacrent pas suffisamment d'énergie, enfin, consacrent pas beaucoup d'énergie à aller rechercher l'autre contenu que tu as pu c'est clair. sortir avant. Là où sur YouTube, tes vidéos, elles vont vivre et aussi bien dans 2 ans, l'algo, il va recommencer à la pousser pour une raison X ou Y parce que tu auras C'est sûr. eu telle vidéo qui avait fait pas mal de vues sur tel sujet, puis que le sujet revient à la mode, etc. Donc ça, Mmh. c'est le gros avantage de YouTube, c'est que ton contenu, il vit ad vitam aeternam, quoi. Ouais, tant que YouTube est encore en place, c'est bon, mais comme YouTube, c'est Google, Ça devrait j'ai aller. ça devrait le faire. Ouais, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Donc ouais, c'est intéressant de voir que ta démarche a été. Moi, il y a 2 trucs que je trouve super intéressants. C'est ce côté un peu itératif de ta démarche, de te dire, je vais tester des trucs. Encore une fois, hyper intentionnel. Donc c'est, je vais regarder là où il y a personne ou entre guillemets les trucs qui sont sous-investis, voir si ça peut être des leviers avec des retours d'investissement un peu disproportionnés. C'est-à-dire que pour Mmh. les efforts que je mets dedans, ça va me rapporter derrière en dividende, on va dire, de manière disproportionnée. Donc ça, c'est le premier truc. Mmh. Cette volonté de tester constamment des nouvelles choses, l'article Mmh. écrit, puis le podcast, puis la vidéo sur LinkedIn, puis la vidéo sur YouTube, et de voir comme ça, de récupérer les feedbacks du marché, voir ce qui fonctionne pas, et d'itérer de manière assez rapide. Après, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le côté, quand tu le fais, vas-y, lance-toi à fond, même si c'est sur 30 jours, 60 C'est ça. jours, tu vois. Mmh. Et au moins, tu testes et tu vois. Et après, si tu vois que c'est quelque chose qui a vraiment un intérêt, bah, tu peux aménager pour faire en sorte de pouvoir le tenir sur la distance. Et il y a plein de Mmh. possibilités. Soit bah, tu fais appel à des gens pour, tu délègues. Par exemple, tu pourrais te dire, bah, je prends un stagiaire qui va s'occuper du montage des vidéos. Comme ça, Par moi, j'ai que exemple. le tournage à faire. Je lui balance le truc, il me les monte, il les poste sur YouTube, il s'occupe du référencement, etc. Ou Ouais. alors, faire un petit pas en arrière sur la fréquence en te disant, bah, au lieu d'en faire une tous les jours, j'en fais une ou deux dans la semaine, j'en fais une par semaine, etc. Mais effectivement, cette volonté d'aller très vite, très fort pour voir un peu le potentiel de ton idée, je trouve ça. Disons que tu as du feedback, quoi. Le but, c'est d'avoir du feedback le plus rapidement possible. Mm, Je sais pas qui a écrit ça, mais j'avais lu ça quelque part, qu'en gros, le fait de dire: «J'ai tant d'années d'expérience», ça n'a aucun sens, en fait. Ce qui est important, c'est de te dire: «OK, combien de feedback j'ai?» ouais, Entre 2 personnes, tu prends 2 personnes, tu en as une qui envoie un mail par mois et mm, l'autre qui envoie un mail par jour. ouais, À l'échelle d'un mois, bah, celle qui envoie un mail par jour, elle a 30 fois plus de feedback ouais, que celle qui envoie alors un par mois et imagine à l'échelle de l'année ce que ça ferait. ouais, Et donc c'est en fait, c'est ça, c'est que, voilà, les 2 vont te dire: «J'ai un an d'expérience» dans le mhm, mailing, dans le mailing, quoi. ouais, Alors qu'en fait, bah, le nombre de feedback est différent. Donc je pense que ce qui est bien quand on fait des tests, ce que je conseille, c'est de prendre vraiment une période d'un mois, quoi, de 30 jours et puis d'y aller à fond pendant 30 jours. C'est un des avantages, c'est surtout que, on sait dans quelle mesure ça nous enthousiasme de faire ça. Dans mm, quelle mesure c'est un kiff de faire ça. Parce qu'en fait, c'est ça la 1re, ce qu'on se disait avant d'enregistrer, mais mm. c'est ça la 1re, variable, c'est est-ce que, je prends du plaisir à le faire? Bah, si Et tu veux le tenir sur le long terme, c'est obligatoire, hein. sinon tu tiens pas. C'est sûr Ouais, que tu tiens pas. ouais, voilà. Et donc, le contenu continué et continue d'être un gros levier de développement pour ton activité. Tes clients, maintenant, tu les as trouvés grâce au contenu. C'est des gens qui ont consommé ce que tu faisais, qui sont venus te voir en te disant, ah, je trouve ça hyper intéressant, j'aimerais en savoir plus. Quel rôle, par exemple, joue le bouche à oreille ou les recommandations dans le développement de ton activité? Parce que pour en avoir un peu parlé avec Thomas Burbidge, qui lui, bah, trouve beaucoup de son business comme ça, c'est-à-dire que c'est des anciens clients qui le recommandent à d'autres, etc. Mmh. Comment ça se joue pour toi?
Bah, je dirais que c'est pareil, tu commences par le contenu parce que personne ne te connaît, tu as pas encore, délivré, on va dire, donc tu as pas Mhm. encore aidé les clients. Puis Ouais, petit à petit, il y a forcément bouche à oreille qui commence à marcher. Donc je dirais il y a un petit, 50-50, hein, pour moi, hein, quand même, en ce moment, où, c'est vraiment, voilà, mes anciens clients qui me permettent d'en avoir des nouveaux. Et puis voilà, 50 aussi, bah, toujours pareil, hein, le contenu, il faut se dire que le contenu, ça permet justement, on parlait de valeur perçue tout à l'heure. Le contenu, ça permet de dire aux gens: «Voilà ce que je crée, voilà ce que je raconte, faites-vous votre propre idée sur moi». mm, Et en fait, à partir du moment où les gens disent: «OK, j'en ai eu pour mon voilà, j'ai consommé plein de trucs que tu fais, j'ai consommé tes articles, tes mails et tout, et je me fais une idée, suffisamment intéressante pour te contacter», bah, là, forcément, la vente se passe très, très bien. ouais, bien Parce qu'en sûr. fait, tu leur donnes les billes pour se faire une idée de ta valeur. Et donc, je pense que, ouais, le contenu, je pense que je crée j'ai enfin, à mon avis, pendant des années, je vais continuer à créer du contenu parce que un ça me plaît, mais 2 c'est un levier business incroyable. Ouais, Donc, j'ai deux dernières petites questions, remarques, avant qu'on termine cette entrevue qui a été riche et pleine de leçons, je trouve. La première, si je reviens sur l'importance du contenu, moi je le vois de deux manières. Je pense qu'effectivement, en créant du contenu de qualité, en mettant vraiment un focus sur la valeur ajoutée que tu peux apporter aux gens, et pas être dans un truc, parce qu'il y a des gens qui vont voir le contenu comme de l'auto-promo, tu vois. mmh, Il y a des gens, ils se disent, oui, je crée du contenu, et en fait, ils font que partager les actualités de leur boîte sur les réseaux sans jamais rentrer dans leur cœur de métier. Enfin, donc, je pense que c'est vrai. c'est important de préciser que l'objectif premier du contenu, en tout cas, c'est ma philosophie, Mmh, doit être d'apporter un max de valeur ajoutée à chaque fois que tu en as l'occasion et l'opportunité. ouais, Donc ça, je trouve que l'avantage de ça, c'est que tu crées de la bonne volonté du côté de mmh, ton prospect, dans le sens où le mec dans sa tête, il se dit, putain, il m'a déjà délivré tout ça gratuitement. Qu'est-ce mmh, que c'est si je bosse avec lui en le payant, quoi? Qu'est-ce qu'il va pouvoir je me dis que j'en ai déjà retiré tellement de son contenu gratuit que mmh, derrière, si je bosse avec lui en direct, forcément, je vais apprendre un paquet de trucs. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais sur donner les billes aux gens pour se faire une idée sur toi, c'est mmh, aussi potentiellement un moyen de lever plein d'objections avant même d'aborder la discussion commerciale à proprement parler, tu vois. c'est vrai. Si tu arrives à travers ton contenu à montrer à quel point tes services ou ta thèse elle est solide ou les résultats que tu peux avoir pour toi, pour d'autres et montrer à quel point c'est pertinent, c'est autant d'objections que tu n'auras pas à lever après une fois que tu as les gens au téléphone, quoi. Mmh, ouais, Et je pense qu'il y a des manières intelligentes de faire les deux en même temps. C'est-à-dire apporter de la valeur ajoutée grâce à ton contenu et en plus commencer à planter dans la tête des gens la petite graine qui dit que le mec sait de quoi il parle, il y a un intérêt à bosser avec ce gars-là et donc, enfin, tu vois, ouais, d'asseoir vraiment ta proposition, quoi. complètement, complètement d'accord, enfin, la partie, hem, ouais, tout ce qui est, la valeur ajoutée que tu donnes, hem, c'est ce qui va vraiment déterminer, bah, le fait que ton contenu va un petit peu se différencier. Parce qu'il y a Mm. tout un délire sur le fait de il faut être différent, faire du contenu différenciant, et cetera. Mais en fait, tout ça, c'est pas mal de bullshit parce que la seule chose qui te différencie, c'est la pertinence pour ton audience cible. Ouais, bien sûr. C'est tout. Si c'est pertinent pour ton audience cible, au bout d'un moment, elle va avoir envie de consommer ton contenu. Mm. Heu et là où on se trompe pas mal aussi, c'est que, parfois, on trouve qu'un contenu n'est pas de bonne qualité, mais c'est parce qu'on n'est pas dans l'audience. Ouais, Donc il faut c'est bien sûr. faire la part des choses. Quand les gens vous font des feedbacks, si vous qui regardez cette vidéo, vous créez du contenu et que les gens vous font des feedbacks en vous disant: «Ouais, je sais pas, ça j'ai moins aimé, ça», demandez-vous: «Est-ce que cette personne-là, elle est dans l'audience? Elle est dans Est-ce mon que, audience ouais. cible?» Est-ce que c'est la personne que j'essaie de toucher quand je crée ce genre de contenu-là, C'est quoi? ça. Et du coup, forcément, et ce que tu disais, je te rejoins, mais à 2000, en ce moment, vous allez sur LinkedIn, vous regardez votre fil d'actualité, vous allez voir 80 du contenu qui sont en fait du con des ouais, une sorte de contenu un peu de: «Ouais, voilà ce qui se passe dans mon aventure entrepreneuriale», un peu des états d'âme un peu. Mm, mm, mm. Et et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que en créant ce genre de contenu, ces entrepreneurs-là touchent leur audience cible? Peut-être. Tu es dans le dev perso, tu es dans Ouais, l'accompagnement, peut-être. Mais si tu es, par exemple, je dis une bêtise, mais tu es,
ouais, tu es consultant CRM, je pense que ton client, il s'en fout que, tu as eu Complètement. des 2-3 états d'âme. Tu peux le faire quelquefois, mais quand 90 de ton contenu, c'est ça, pas sûr que ça soit pertinent. Donc, il faut faire gaffe avec le côté authenticité. Je pense que oui, c'est toujours bien d'être authentique et de parler comme on est en train de le faire maintenant, tu vois? Sans forcément faire attention à tout ce qu'on raconte et cetera. Mmh. Mais par contre, il faut faire attention, avec le toute authenticité, tu vois? L'authenticité totale, genre l'authenticité, radicale, tu vois? Où en Ouais, fait, tu racontes ta vie, dans les moindres détails, dans les qu'il veut moindres bien détails. l'entendre, ouais. Tu pousses des coups de gueule tous les jours, Ouais, ouais. non, je pense que le ouais, faut Mais faire tu gaffe. vois, moi je l'ai vu, hein, LinkedIn, avant de me lancer, comme 98 des gens, je le considérais comme un CV en ligne. Donc, je postais rien, j'étais Mmh, vaguement consommateur de contenu et puis c'est surtout, je le mettais à jour quand j'avais des évolutions professionnelles. Là, maintenant, je suis particulièrement conscient que ça va être un levier hyper important pour le développement de nos activités. Donc, j'ai commencé à poster de manière beaucoup plus intentionnelle sur la plateforme. mmh, Et je le vois, un mec, j'ai pas une grosse audience sur LinkedIn, hein, j'ai pas un réseau de ouf, j'ai pas plein d'abonnés. Je fais un post, alors ouais, je me suis pris la tête, j'ai écrit un article qui fait 5000 mots sur la stratégie de contenu, le truc, enfin vraiment, je me suis pris la tête. Bah, mmh. un article, c'est vu par 5000 personnes, c'est 100 abonnés sur ma Ouais, mailing list, bah, tu vois, c'est des nouvelles personnes qui m'ajoutent, des nouvelles personnes qui me suivent. Et mmh, c'est un article. Alors oui, ça m'a ouais, pris une semaine pour l'écrire, mais c'est mmh. un seul article. Fais ça à l'échelle d'une année, mais c'est fini, c'est fini. C'est fou. Un truc, qui est aussi sous-estimé et je pense que c'est un peu le conseil que je donne en ce moment à toutes les entrepreneurs que j'accompagne, c'est le contenu, c'est bien, c'est important, mais le nerf de la guerre, c'est la mailing list Bah, et il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont même pas de mailing list mmh, parce qu'ils n'ont pas pensé à envoyer de mail, parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils le fassent et cetera. Plus tôt vous démarrez d'une mailing list, plus c'est tôt, en sûr. fait, vous avez un actif qui est extrêmement important parce que les gens ne se désabonnent pas tant que ça, finalement. Enfin, ça dépend ce que tu envoies évidemment, mais grosso modo, il y a une certaine fidélité. Vous arrivez directement dans la boîte mail des gens, donc il y a une sorte d'intimité très intéressante. Et puis, cette mailing list, vous allez pouvoir peut-être la garder pendant 15 ans, quoi, Bah, c'est ton peut-être actif, plus. ça C'est t'appartient. Tu es pas ouais, tributaire d'une plateforme tierce sur laquelle tu as aucun contrôle. Tu vois, là, aujourd'hui, on encense LinkedIn parce que ça nous a bénéficié à tous les 2 et qu'on est c'est enfin, ça. moi, je suis encore convaincu qu'aujourd'hui, pour le développement professionnel, ça reste la plateforme de référence parce que Ouais, portée organique de dingue, parce que, comme tu dis, encore 95 des gens qui sont consommateurs de contenu et c'est très, ça. très peu d'acteurs sur la plateforme. Donc, dès que tu commences à prendre un peu la parole, tu es hyper vite identifié. Ouais, Mais si demain ils changent leur algo et que ça fait comme Facebook et que la portée organique ça devient zéro parce qu'ils décident de pousser la publicité, mmh. bah on est tous finis, tu vois. Si tu Ça n'as va pas de arriver, hein. mailing list, bah c'est sûr que ça va arriver, c'est Mmh. sûr. Ah ouais, Ça se vérifie sur toutes les plateformes, donc il n'y a pas de raison que ça donc change. ouais, mais tu vois que tu sois indépendant, enfin, quel que soit le voilà, tu peux être, avoir une petite agence, démarrer, être indépendant, être free, être prestat ou sur n'importe quel sujet, même si tu es graphiste, même si sur n'importe quel sujet, avoir une mailing list, ça peut toujours, Et bien sûr. te hier, j'avais une prospect au téléphone et elle me dit: «Écoute, bon, ben tu peux me ra» elle me dit: «Tu peux me rajouter dans ton CRM parce que dans les prochains mois, je vais faire appel à toi». OK. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, j'avais pas réellement de CRM, Mmh. mais en fait, mon CRM, c'est ma mailing Bah list. oui, ouais. Parce qu'elle est dans ma mailing list, elle reçoit 2 fois par semaine un mail sur le personal branding, elle les ouvre, je vois qu'elle l'ouvre, et du coup, bah, je vais continuer à envoyer des mails, elle va continuer à les ouvrir. Si elle les ouvre pas, elle aura quand même marqué Romain Limois dans sa boîte mail. Ouais, bien C'est sûr. ça mon CRM en fait, à mon échelle. Oui, Donc, parce que tu as pas besoin aujourd'hui, toi, d'avoir un truc, beaucoup plus poussé que ça et que ça te suffit pour entretenir une relation avec ton audience, continuer à l'alimenter et puis, pour être voilà. transparent, j'en avais un jusqu'à la semaine dernière, mais C'est en fait, il vrai? me servait à rien. J'avais Oh, oh, Pipedrive, j'avais acheté Pipedrive, mais il me servait à rien parce que j'ai pas assez de clients, j'ai pas un ouais. volume de clients énorme, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de clients parce que c'est des clients que je suis de manière, mensuelle, Mmh donc j'ai mh. pas besoin d'en avoir beaucoup et donc du coup, ça m'a fait rire parce que je venais à peine de résilier mon abonnement qu'elle me dit: «Mets-moi dans ton CRM». En fait, je me suis dit: «Mais non, mais mon CRM, le CRM par excellence, c'est ta mailing C'est list à mailing partir du list. moment où tu Ouais. l'animes». Et puis en plus, pour plein, plein de gens, bon ça c'est un autre sujet, mais tu peux déjà faire plein de trucs en segmentant ta mailing list, les gens qui ouvrent Ouais, ton contenu à chaque fois, qui cliquent sur tous tes liens, tu sais que c'est des
Bien sûr. prospects potentiellement plus qualifiés que d'autres. Enfin, il y a déjà un million de trucs à faire. Je voudrais qu'on termine sur un truc que je trouve assez intéressant. Parce Mhm. qu'il y a beaucoup de gens à qui se lancent, on leur conseille, voilà, essaie pas de réinventer la roue, prends un truc qui fonctionne. Alors, il faut que tu apportes ton petit twist, que tu te différencies sur le marché, mais s'il y a déjà des clients pour acheter du copywriting ou du graphisme ou du machin ou du développement de sites web, etc., lance-toi sur quelque chose qui a été prouvé. Je suis Mhm. d'accord, dans l'absolu, c'est pas un mauvais conseil du tout. Mais je voudrais, si on peut parler un peu de comment ça se passe pour toi qui crée un métier de toute pièce. Et Mhm. surtout, je discutais avec une personne qui m'a invité dans son podcast il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle William Roy, qui lui est Ok. coach pour entrepreneurs, mais plus coach état d'esprit, dev perso. Enfin, tu vois, Mindset, ok. Ouais. voilà, ouais, c'est moins axé business et plus mindset. Et on discutait, on échangeait sur le fait que c'est des choses, ce que tu fais toi, ce que lui fait, c'est des Mhm. choses qui nous viennent beaucoup des États-Unis. Parce que je pense Mhm. que, bah voilà, toi comme moi, par exemple, je sais que beaucoup de livres qu'on consomme, de personnalités qu'on suit, etc., c'est Bien des sûr. trucs qui nous sont inspirés par ce que font les États-Unis. On Mhm. sait que globalement, la France a tendance à dû suivre ce que fait les États-Unis avec quelques années de retard, globalement. Ouais, c'est ça. Même si j'ai le sentiment que le coaching slash consulting, en tout cas, au niveau individuel, c'est un Mhm. truc qui n'est pas hyper développé en France. J'ai l'impression que ça met un peu de temps à se mettre en place. Est-ce Ouais. que tu y es confronté, toi, au quotidien dans ton activité? C'est-à-dire que tu vois des gens qui te disent: ah, mais moi, je connais personne qui fait appel à un consultant Mhm. pour soi, tu vois. Autant des grosses boîtes de conseils pour ton entreprise, ça, c'est hyper courant, tu vois. Ouais, Mais c'est courant. Ouais. Je dirais que c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que on se rend compte que, enfin, la majorité des entrepreneurs qui n'osaient pas faire appel à des ou qui n'osent toujours pas d'ailleurs maintenant faire appel à des coachs, c'est surtout en général, c'est surtout un problème d'ego. C'est un mmh, problème d'ego, c'est un problème d'identité. Est-ce que je suis le genre de personne qui se fait accompagner? On a envie d'y arriver par soi-même, et cetera. Et en fait, quand on commence à gratter, quand on commence à se renseigner un peu sur les gros performeurs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, ils sont tous coachés. Ils sont tous. tous coachés, tous. Et et moi, par exemple, j'adore le rugby. J'adore le rugby, je suis toulousain, j'adore le rugby, toute ma vie, j'ai suivi le Stade Toulousain, qui est une des plus grosses équipes, au monde, je dirais. Heu et En toute voilà, objectivité, en toute c'est ouais, la plus grosse. et en fait, je me suis rendu compte en me renseignant un peu sur leur structure, professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de coachs mentaux, de coachs, Mmh. psychologiques. Il y avait énormément de coachs sportifs et qu'en fait, chaque joueur a un entraînement qui est complètement personnalisé Mmh. et en fait, je me dis: «Mais si les plus grands performeurs se font coacher, en fait, c'est complètement contre-intuitif de ne pas se faire coacher quand on démarre». Sûr. Et alors, évidemment, ça a un coût de se faire coacher. Donc, quand on démarre, tout juste, parfois, c'est bien de bricoler un petit peu soi-même, commencer à rentrer un peu d'argent, rentrer ses premiers clients. Mais, à partir du moment où moi, je me suis fait coacher et ouais, à partir du moment où j'ai eu un regard extérieur, mon business, il a complètement changé, quoi. Parce que forcément, tu vas plus vite, tu as une validation. Ouais, bien sûr. Voilà, l'entrepreneur, il recherche une validation permanente et personne te la donne, cette validation. Si Mmh tu te fais mh. pas coacher, tu es coincé au bout d'un moment, vraiment. Ouais, et puis c'est ce qui Donc fait que je me permets, mais vas-y, vas-y, vas-y. je le vois moi parce que je suis en plein dedans entre mon activité de copywriting en freelance et puis ce qu'on développe avec Tierfest. Tu vois, je suis dans un truc voilà, où il y a beaucoup de choses, tu jongles avec plein de trucs. Mmh. Et si effectivement, tu n'as pas quelqu'un qui vient renforcer certains comportements ou qui vient t'aiguiller, tu peux Mmh. vite avoir tendance à je vais faire ça, ah ouais, mais ça paye pas, ça ramène pas de résultat, donc je vais faire ça, donc je vais faire ça. Et en fait, tu te retrouves avec quelqu'un qui s'éparpille complètement. Là où Ouais. quand tu as quelqu'un qui est déjà passé par là, qui te dit attends, le chemin c'est ça, Mmh. voilà la carte, tu fais ça étape par étape, je suis là, je te guide, je te fais des feedbacks, je te dis ça va pas, etc. Et tu Mmh. gagnes un temps fou en fait. Tu C'est gagnes incroyable. non Souvent seulement ça peut être la différence entre la réussite et l'échec, tout ouais. simplement, et en Mmh. plus, quand bien même, c'est juste, ça te fait gagner 3, 6, 7, 8 mois, tu vois, potentiellement. Ouais, tu vois, pour donner un exemple, avec tous les entrepreneurs que j'accompagne en coaching, d'ailleurs, j'appelle plus ça du consulting parce Mmh. que j'ai pas trop cette casquette de coach, enlever les blocages, Ouais. j'ai pas for c'est plutôt du consulting où on parle vraiment business, on monte une marque personnelle autour d'un business d'indépendant. Mais avec toutes ces personnes-là, on démarre à chaque fois par une phase d'élimination.
par une phase où en fait, ils viennent me voir en me disant: «J'ai envie de faire ça, mais du coup j'ai pensé à ça, mais du coup je vais faire ça, 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 ça». Il y a plein d'offres, plein de canaux, tu vois, d'acquisition, plein enfin et en fait, le plus compliqué au début et la phase primordiale, c'est juste d'éliminer au maximum. Et Mhm. bah, ce travail-là, c'est très difficile de le faire tout seul. Parce que Bien sûr. tu dois renoncer et tu te dis: «Mais si je renonce à ça et que c'est pas la bonne chose, je vais peut-être perdre des mois et des mois». Et alors que quand tu as un coach ou quelqu'un, un consultant, quelqu'un qui voilà, une personne tierce qui te dit: «Écoute», heu, qui te donne le «droit» entre guillemets, tu vois? Même Mhm. si c'est mental, mais qui te donne le droit de te dire: «OK, je vais me concentrer sur quelque chose de très minimaliste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vais voir, voilà, quels sont les feedbacks justement que je peux en retirer et ensuite je prendrai des décisions». Mais rien que ça fait un bien fou et je le vois à chaque fois avec chacun de mes clients. Quand j'ai terminé là, cette session-là où on élimine, où on fait le ménage et où on se concentre que sur une petite portion, il y a une sorte de soulagement. Bah, Mais à chaque fois, tout le monde ça me dit: m'étonne «Mais pas. Romain, mais merci quoi, parce que là vraiment je suis soulagé, on y va, on part là-dessus», tu vois? Ouais, ça Et m'étonne pas. et ça je me suis dit: «Mais sans sans se faire coacher, c'est quand même très compliqué quoi». Bien sûr, bien sûr. Donc Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est effectivement pour ce genre de choses, tu vois, qu'on crée ces formats-là. C'est pour aider les gens, même s'ils sont pas accompagnés, peut-être d'avoir entendu 3 fois de suite dire: «Bah, LinkedIn, c'est vraiment bien». Bah, les gens vont mmh. peut-être se dire: «Bon, bah, allez, pendant 1 mois, je me mets à fond sur LinkedIn, je crée du contenu chaque semaine sur la plateforme, vachement de valeur ajoutée, je commence à interagir avec les gens qui eux-mêmes ont manifesté un intérêt par rapport à mon contenu. J'essaie de Mmh. nouer des discussions, j'essaie de pas». Bah, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est des gens qui vont aussi, voilà, Et un truc, ça me fait penser à un truc et franchement, je pense on s'était jamais parlé de ça, mais il y a un truc que je me dis moi depuis quelque temps, c'est que quand je consomme du contenu business, j'essaie de consommer au maximum des interviews. Parce que dans mmh. l'interview, il y a pas forcément, de pitch de vente. Non, mais Si tu te formes en ligne, si tu te formes sur YouTube, grosso modo, tu te formes avec des pitches de vente. bah, oui. Sauf, en général, dans les interviews. Mmh mh. Tu vois? Parce que dans l'interview, il y a une discussion, voilà, on cherche pas à placer nos produits, tu vois? Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur, ça peut être bien d'investir. Pas pour te dire: «OK, je paye», ça, mais parce que l'investissement, le fait de mettre de l'argent sur la table, te donne une posture que ne te donne pas le gratuit. Ouais, bien sûr. Pendant des années, quand j'entendais dire ça, je me disais: «Ces mecs-là, ils essaient de me vendre leur sauce. Ils essaient de me vendre leur coaching». Et à un moment, moi, j'ai mis sur la table de l'argent pour me faire coacher. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, effectivement, tu as l'argent qui est sur la table, donc du coup, Ah bah, tu te mets la pression, tu enfin, tu tu te te mets bouges pas un la peu». pression de la même manière. Ouais, ouais, c'est sûr. Exactement. Donc parfois, moi, je me dis et c'est ce qu'un David Laroche, par exemple, avait fait, David Laroche, coach en business en dev perso. Mmh. Il avait fait ça au début de sa carrière. Il avait commencé à investir dès qu'il a pu avoir un peu d'argent. Il a commencé à investir, voilà, de belles sommes pour se faire coacher, pour se faire accompagner parce que ça le permettait de s'engager et de se mettre dans une dynamique, quoi. Mmh Et mh. je l'ai compris, ouais, je l'ai compris récemment. J'ai toujours pris ça pour un vieux pitch de vente, mais en fait en fait, c'est juste une des lois du business, quoi. Et puis en plus, c'est un truc que tu as pas avec la formation en ligne. Parce que le truc un peu hybride entre le contenu que tu trouves sur Google ou sur YouTube et Ouais, le coaching et l'accompagnement, c'est la formation en ligne. ouais. Alors, il y a des exceptions. Il y a des choses quand tu es sur des trucs très techniques de te dire, voilà, bah, ça fait sens parce que en fait, c'est un ensemble de ressources structurées qui va me permettre d'acquérir une compétence ou en tout cas de ça fait sens. Mais quand tu es Ouais. sur un truc où tu as du mindset qui rentre en jeu, que tu as des enjeux financiers aussi. Enfin, tu vois, je distingue un peu ces deux trucs-là. Je pense qu'effectivement, la Mmh. formation en ligne a sa place pour des choses très techniques. Voilà. Et par contre, quand tu es sur des trucs avec plus de charges émotionnelles, peut-être plus d'enjeux Ouais. financiers, je pense que le coaching, c'est plus cher forcément, mais au moins, tu es sûr que tu t'accélères. Voilà. Ouais, ce qui est important dans la vie et dans le business, en général, ça prend du temps. Mm. Et le problème avec les formations en ligne, moi, il y en a qui sont de très bonne qualité, Bien sûr, ouais. mais le problème, c'est que c'est justement la promesse, elle est simple. C'est de te dire en 2 heures, en 3 heures, allez, en 5 heures peut-être, tu vas comprendre un truc de dingue qui va changer ton business. Et quelquefois, c'est pertinent parce que ça te permet d'avoir un bagage technique que tu décides d'acheter, donc ça te fait gagner du temps. Mais le plus souvent, il y a le problème, il ne se situe pas au niveau de la technique. Il ne se situe pas au Mm. niveau du hack,
il se situe dans les couches un peu sous-jacentes, Ouais. dans les grands principes. Il se situe au niveau de la persuasion, au niveau de la créativité, au niveau de la psychologie humaine, on en parlait, tu sais, tout ce qui est biais cognitif, tout ça. Au niveau aussi de l'autodiscipline, Mm. au niveau du focus. Ça, c'est un truc de dingue. Et Mais ça prend du c'est la temps. première, pierre, ça, C'est la c'est première certain. pierre. Ouais. Et donc, tu peux acheter une formation. Moi, j'en ai acheté. J'en ai acheté plein, des formations sur l'efficacité, sur la productivité. Toi Je aussi. plaide coupable. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui m'a permis de m'organiser convenablement aujourd'hui? Non. En fait, ce qui m'a permis de m'organiser, c'est le côté test and learn. Mm. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? J'ai appris quelques techniques que j'ai testées via les formations. Je ne dis pas que ça m'a servi à rien, tu vois. Mais ce qui compte prend du temps. Et c'est pour ça que le coaching est intéressant et le consulting, le fait de se faire coacher, bah, parce que voilà, tu vas acquérir des compétences qui prennent un peu de temps, quoi. Des Mm. trucs qui sont pas très sexy à vendre. Tu vois, voilà, avant de piger la psychologie humaine, moi-même, je suis sur le chemin, quoi. Tu vois, C'est sûr, je suis un newbie total encore. t'as pas de Parce retour que immédiat, quoi. C'est pas des trucs, non, fais ça, appuie sur cette touche et tu verras, tu vas gagner 500 000 euros, quoi. voilà, Ça suis n'existe cet pas. argumentaire. Tu sais, en général, ça, tu suis cet Ouais. argumentaire de vente. Tu mets l'argumentaire, mais tu te dis, ah, je comprends pas, ça, c'est pas, oui, mais parce que c'est pas naturel, parce que forcément, c'est qu'un hack. Alors que Mm. quand on maîtrise vraiment les structures, tu vois, que ça devient une sorte de seconde nature, alors là, oui, là, il se passe des choses de dingue. Et quand on voit les marketeurs, les grands entrepreneurs qui réussissent, on se dit, mais on voit que le côté un peu technique hack, on se dit, ah, mais s'ils ont fait une vidéo par jour sur YouTube, ben, moi aussi, je vais faire une vidéo par jour sur Ouais, YouTube. ouais. Et en fait, bah, derrière, ils savent vendre. Voilà, c'est pas juste un système Ouais, marketing. Derrière, non, c'est il y a sûr. des principes, tu vois. Mm, Donc mm. voilà, c'est un truc, c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on en parle parce que moi, j'ai été leurré par ça pendant un petit moment, quoi. Non, et puis c'est tout à fait en lien avec la question que je te posais à la base, de savoir un peu comment tu vois l'évolution du marché sur ton secteur d'activité, de consulting, mais au niveau individuel, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore, en tout cas que moi, après, c'est peut-être pas visible. Peut-être que, comme tu l'as très bien dit, tous les gros entrepreneurs, les gros patrons français se Bien font sûr. accompagner, etc. Tu vois. Moi, dans mon entourage immédiat, j'ai beau avoir pas mal d'entrepreneurs, des gens qui développent des business assez solides, hein. On a des potes qui ont une marque de sap, ils font un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas, tu vois, c'est loin d'être anodin. Ouais. Euh, mais pour autant, c'est pas des trucs qui leur viendraient spontanément à l'esprit, quoi. Donc, Je pense qu'il y a, ouais, il y a une culture française aussi qui est pas trop tournée vers ce genre de choses-là. La culture anglo-saxonne est plus tournée vers le coaching. Et d'ailleurs, tous les coachs sportifs sont un peu mis voilà, sur un piédestal, alors que nous, pas tellement. On n'a pas mm, des grands, on a quelques grands coachs français, mais c'est pas ouais. pareil. Là. C'est pas comme les coachs de NFL ou les trucs comme Que de la ça qui. NFL, ils écrivent des livres, enfin, Ouais, c'est un truc de dingue. Nous, c'est pas trop ça en France, donc on n'a pas cette culture-là. Et puis il y a aussi ce côté, on n'est pas très à l'aise avec la notion de self-made man, ce genre de notion. ouais, On n'est pas très proche de la réalité là-dessus. On a l'impression qu'il faut vraiment monter tout de nous-mêmes et puis essayer voilà, de trouver des réponses seuls, alors qu'en fait, les plus grands se font coacher. Alors, rien qu'à partir du moment où tu te rends compte que la personne, l'entrepreneur que tu admires le plus se fait coacher, ouais. ou que le plus gros performeur que tu admires le plus se fait coacher, là, tu te dis, mais en fait, c'est juste, c'est un pattern, tu vois, que tu peux, que tu peux Exactement. déceler facilement, quoi. Exactement. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Et c'est intéressant, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des interviews et du fait que d'apprendre en écoutant des interviews, ça avait cet avantage-là de t'éviter un peu le pitch de vente et d'être dans un truc. Mais je pense aussi que quand tu en consommes régulièrement, tu vois des patterns émerger. Donc, le fait de faire appel à un consultant, un conseiller, un coach, etc., ça en est Ouais, un. Mais je pense qu'il y a aussi plein de choses que tu cernes par rapport à l'état d'esprit des gens que tu admires ou que tu aspires à, à rejoindre ou à imiter. Il y a des choses qui se dégagent très vite, quoi. c'est clair. Les Américains ont compris ça. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas forcément un pro-américain, tout ça. Je consomme Mm, énormément de contenu en anglais parce que mm. le très bon contenu business est en anglais. Bah ça, Mais ouais. par contre, ce qui est vraiment très très fort chez eux, c'est qu'ils ont cette culture de l'interview. Ouais. Et en fait, en France, on a très peu de podcasts, de très, très, très gros podcasts comme Mathieu Stéphanie, par exemple. Ce que fait Mathieu Stéphanie, on devrait en avoir 15 des gens, Mhm. des Mathieu Stéphanie. Mais il y en a un seul, quoi. Il y en Ouais. a un, il y en a peut-être deux ou trois max, quoi. Mais en fait, cette culture de l'interview, c'est pas vraiment développé en France. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais moi, je vois toujours le verre à moitié plein, hein. Je me dis, si c'est pas développé, bah, peut-être qu'il y C'est a qu'il y a des places à prendre. des places à prendre, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr.
Et voilà, pareil pour se faire coacher, si tu te rends compte que personne ne se fait coacher autour de toi, mais que les meilleurs performeurs se font coacher, Bah, peut-être que ça peut réfléchis-y être 2 fois. intéressant. Ouais, C'est ça. carrément. Bah, Romain, je te remercie beaucoup. C'était une Je t'en discussion prie, merci à toi. riche. On a abordé plein de choses et ça va être plein de valeur ajoutée pour, les gens qui vont nous écouter, j'en suis sûr. Donc un grand merci, merci beaucoup. Bah, merci de m'inviter sur ce format, c'est un super format. Mmh. Discussion, tranquille, comme si on était que tous les 2. Exactement. Non, mais voilà, c'est le but, c'est d'essayer de rentrer un peu dans la tête des gens qui ont réussi à lancer des choses, et qui alors, voilà, il y a encore plein de choses à construire, mais en tout cas d'avoir assis quelque chose de solide et qui ont déjà des leçons à faire passer aux gens qui se lancent, donc c'est tout l'objectif. Là, quand je me suis lancé, j'aurais aimé avoir un format comme ce que tu es en train de lancer, Bah, écoute, pour avoir des idées, quoi. Pour ouais, pas me ouais. sentir tout seul et pour avoir des idées, donc c'est vachement smart, quoi, comme format. Et ben merci monsieur. À très vite Romain. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez retenu, histoire qu'on puisse en discuter éventuellement ultérieurement tous ensemble. Je voulais aussi vous dire que dans la description, on a mis un lien d'inscription vers notre newsletter. Chaque semaine, on envoie du contenu exclusif à nos abonnés, notamment des tables rondes qu'on fait avec mes associés où on parle de marketing, de réseaux sociaux, de comment développer son activité en ligne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir ces contenus exclusifs et j'espère vous revoir très bientôt pour l'épisode 3 d'Yankee. Ciao!